je m'appelle Thomas Bastien et je suis directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec et je vous souhaite la bienvenue à cette activité qui se déroule dans le cadre de la 4e édition de la Semaine de la santé durable. Alors, le thème de cette année, Ensemble pour la réduction de la maladie, se base sur un livre disponible gratuitement sur le site internet moindemaladie.ca que la SPQ et plusieurs partenaires ont dévoilé dernièrement et dont les chapitres portent sur la maladie et sa réduction. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être en compagnie de spécialistes qui justement ont collaboré à ce livre, des spécialistes plus particulièrement de la gouvernance de la santé et non de la maladie, bien sûr. Alors pour ce faire, je suis en compagnie de Rémi Trudel. Bonjour Rémi, ça va bien? Bonne journée. Et je suis en compagnie également en fait de Marianne Dessureau. Allô Marianne, ça va? Oui, ça va bien. Bonjour. Superbe. Alors, je vais y aller avec une description en fait de vos rôles par le passé, et puis par la suite, on va y aller davantage avec la conversation. Alors, Rémi, vous êtes professeur, vous avez été professeur de l'Université du Québec, recteur et fondateur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, député et ministre à l'Assemblée nationale du Québec, adjoint parlementaire du Premier ministre du Québec, ministre des Affaires municipales, de l'Habitation, des Sports, des Loisirs et du plein air, de l'Agriculture et des Pêcheries et l'Alimentation, de la santé et des services sociaux, de l'immigration, des régions, des affaires autochtones, tous les ministres en fait, tous les ministères en tant que tels, vous y êtes allés. Et vous êtes depuis en fait 2006 professeur à l'ENAP et vous êtes également chroniqueur radio à Radio-Canada et CNV.ca plus particulièrement et président de la conférence luso-francophone de la santé, la COLUFRAS, qui est un organisme qui regroupe des intervenants en santé de 27 pays de la francophonie et de la lusophonie. Rémi, c'est bien ça? C'est bien ça, on n'a pas pour allonger d'autres fonctions connexes parce qu'on prendrait toute la période là-dessus. Mais Exactement. le plus important en ce qui nous concerne, là, c'est ce rôle que j'ai occupé, la responsabilité en santé et services sociaux. Bon, alors ça, c'est toujours un élément clé parce que je dirais que tous les autres ministères, en grossissant un peu des ministères de services, tandis que la santé, les services sociaux, bien sûr des services, mais un ministère dédié au mieux-être des individus et de la population, donc Complètement. qui fait que c'est clé. On va pas voler le punch, Rémi, en tant que tel. On va parler directement, en fait, de Marianne. Alors, Marianne, je dirais plutôt maître Marianne Dessureau, hein, parce que Marianne, en fait, vous êtes titulaire d'un baccalauréat en études internationales, d'un baccalauréat en droit, ainsi que d'un certificat de 2e cycle en droit et travail de l'Université de Montréal. Vous êtes admise au barreau du Québec en 2015 et après avoir exercé en droit administratif et social, vous avez joint l'Association pour la santé publique du Québec en 2018 comme responsable des affaires juridiques. Alors, à ce titre, vous agissez comme porte-parole dans la SPQ pour commenter les développements, notamment en matière de substances psychoactives, en plus de surveiller et commenter les initiatives, les politiques publiques et les textes législatifs ayant un impact sur la santé durable. Vous êtes élue conseillère municipale également à Saint-Donat-de-Montcalm en 2021 et vous apportez un nouveau regard aux projets touchant les villes et les municipalités. Alors, Marianne, je te vous vois dans cette présentation-là, mais on est collègues en fait dans notre quotidien. Merci beaucoup, en tout cas, Marianne, d'être là et puis d'avoir collaboré justement au livre en question. Merci de l'invitation. Donc, sans plus tarder, on va rentrer vraiment en fait dans le vif du sujet, puis on y va avec une question qui peut paraître anodine, mais qui ne l'est pas vraiment, hein. Pourquoi on parle de gouvernance de la santé et non de la maladie aujourd'hui, et notamment en fait dans le livre de la réduction de la maladie? Rémi, on va commencer avec vous, et puis Marianne, par la suite, on y va avec toi? Tout à fait. Alors, Rémi, Alors, c'est à vous. allons-y donc. Oui, pourquoi on passe de la gouvernance, en quelque sorte, à la réduction de la maladie, hein? Mhm. Euh, L'un est un moyen pour en arriver à des résultats au niveau du mieux-vivre, du mieux-être, de la place de l'individu dans sa société, dans son groupe, dans son environnement. Ben, on a pris des décisions au cours des dernières décennies en disant oui, on va se donner un régime de soutien aux personnes qui sont dans des conditions de mal-être, du traitement de la maladie, mais dans les travaux qu'on s'est donnés, hein, puis qu'on a établis en termes législatifs, eh ben, on a comme oublié, en quelque sorte, de dire, oui, mais avant qu'apparaisse la maladie, hein, avant qu'elle apparaisse, ben, on a plutôt focusé sur on va traiter
le résultat de la mauvaise situation. Alors, Mmh. ça nous a donné, donc, il faut le dire en termes historiques, ça nous a donné hein, un régime de santé et services sociaux universel qui fait en sorte que oui, la maladie est prise en charge, mais encore une fois, là, on a franchi un certain nombre de distances quant à la réalité des faits, en disant, mais oui, mais la maladie, elle ne cesse de croître, disons ça comme cela, elle ne cesse de croître parce que on ne s'intéresse pas peu, en fait, très peu, à la prévention et donc à la réduction du nombre, disons ça comme cela, du nombre de personnes et des afflictions de ces personnes dans ce système qui est voué qui se voue à traiter les accidents de santé, mais qui ne s'intéresse pas à comment se fait-il que ces accidents-là apparaissent et puis est-ce qu'on a des voies maintenant qui se sont davantage éclaircies pour dire, ben oui, il y a des voies possibles pour réduire la maladie, réduire l'incidence, puis réduire, oui, le mal-être chez les individus, membres d'un groupe de la société. Et c'est ça qui, je pense, devrait être ou devrait être la nouvelle révolution santé. Et au Canada et au Québec, mais on s'intéresse plus particulièrement au Québec, une nouvelle Complètement. révolution, une nouvelle révolution qui dit, bon, maintenant, on va aussi, parce qu'on a des données, hein, et la publication de l'Association de santé publique nous donne ces indications, on a maintenant de précieuses indications sur quelle voie nous devrions travailler pourvu qu'on ait pour tout cela un cadre de société qui s'appelle la gouvernance, qui, Mmh. oui, on se donne un plan, on se donne un plan pour y arriver. On aura l'occasion donc d'élaborer là, quelques éléments de ce plan-là qui nous permettraient de dire on vise le haut on vise le haut de la pyramide pour réduire le nombre d'interventions Complètement. au bas de la pyramide au niveau de la maladie. Je pense que ça fait un bon rappel de là où nous Oui, devrions nous engager. Marianne? Bon, ben, quoi ajouter après une telle introduction? En fait, moi, je vais axer un peu plus pourquoi parler de la gouvernance, vraiment de la santé au lieu de la maladie. Ben, je pense qu'on le dit. Le titre en soi et la question en soi pose le point d'intérêt, c'est qu'on veut parler avant la maladie. Donc, il faut vraiment, c'est toute une posture qu'on vient donner à notre système de santé. C'est vraiment de dire, ben, c'est l'affaire de tous, il faut parler de santé avant tout, avant de passer à la maladie. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire, autant comme soins ou comme prévention, outils de prévention, mais aussi comme gestionnaire? Mmh. Comment on peut penser à la prévention avant de parler de maladie? Donc, Rémi l'a très bien dit. Donc, c'est vraiment cette orientation et quand on vient parler de notre système de santé, euh, ben c'est sûr que c'est certain qu'il faut l'organiser. Donc, quand on vient organiser notre système en ayant comme prémisse qu'il faut prévenir plutôt que guérir, ben on vient mettre les acteurs en place, les outils et aussi l'investissement nécessaire pour faire une priorité de cette prévention et venir vraiment s'assurer aussi de l'indépendance et de la bonne place qui est assurée, Mmh. que ce soit à la santé publique ou à nos services de prévention. Donc, je dirais que c'est pour ça qu'il faut parler de gouvernance de la santé et on a dans notre Mmh. système de santé les outils nécessaires et l'organisation nécessaire pour le faire. Il faut juste changer des fois un peu notre manière d'approche, notre œil. Donc, La pas parler de posture. maladie du traitement, mais vraiment d'y aller en amont. Puis c'est intéressant parce que là, on parle de changement de posture, plus particulièrement. On a un ministre de la santé actuel, monsieur Dubé, en fait, qui s'est doté, en fait, d'outils de gouvernance pour accompagner la maladie, là et puis, Santé Québec est dans cette vision-là plus particulièrement. Mais Rémi, si je ne me trompe pas, en fait, quand vous étiez ministre de la Santé, vous vous êtes doté d'outils très, très clairs en matière de gouvernance pour justement faire valoir à la fois la réduction de la maladie, mais aussi en fait la prévention et la promotion de la santé. C'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Donc, au tournant de l'an 2000, là, hein, on a à l'Assemblée nationale adopté la loi sur la santé publique qui, disons ça à grands traits, là, visait d'abord à se doter des instruments nécessaires en cas de crise qui pourrait se présenter. Bon, elle s'est présentée, elle est arrivée, elle s'est appelée une pandémie. Bon, alors, on s'est donné le cadre législatif pour être capable d'intervenir en matière de santé publique en cas de crise. Mais davantage, la loi sur la santé publique
prévoit maintenant que toute intervention de l'État, dans quelque secteur que ce soit, doit d'abord être soumise aux autorités de la santé publique, de la santé en général, pour en observer ou à regarder les incidences au niveau de la santé publique. Alors, on ne peut pas maintenant quelque ministre que ce soit dans quelque secteur d'activité que ce soit peut pas présenter un projet de règlement ou un projet de loi sans qu'il soit examiné par la santé publique pour en voir justement les incidents. Mais la loi voulait ajouter et ajoute donc ce volet de dire intervenir avant l'action puis pour en voir les incidences. Mais disons-le cependant, la loi n'est pas allée jusqu'à dire comment se doter d'une politique pour la prévention de ces accidents au niveau individuel et au niveau collectif. On n'est pas allé jusque-là parce que, bon, comme dans toutes les sociétés là, et les sociétés démocratiques, eh bien, on est tenté aussi d'aller au plus urgent, c'est-à-dire juguler une crise, puis deuxièmement, dire oui, la prévention, ça va être avant tout geste législatif qui pourrait affecter la santé individuelle, la santé publique, ben, on doit en voir les incidents et qu'on révise les interventions. Mais c'est pour ça que maintenant, après une vingtaine d'années d'exercice d'application de cette loi-là, ben là, on est rendu au moment où on dit, bon, ben, il faut franchir un autre pas et que cela se transforme sur, comme disait Marianne tantôt, maintenant dans un cadre de gouvernance qui nous amène à travailler sur, pour ne pas qu'apparaisse, pour faire une caricature en quelque sorte, pour ne pas qu'apparaisse la maladie ou enfin qu'on réduise l'incidence de l'apparition de la maladie. Mais pour tout ça, ça nous prend aussi un cadre législatif, un cadre de gouvernance qui permette aux intervenants. Moi, on le disait tantôt là, dans la présentation, Thomas, je collabore beaucoup avec des pays de la lusophonie et de la francophonie en matière d'accès, par exemple, aux services de première ligne et en particulier avec le Brésil. Bon, le Brésil, 210 millions d'habitants, un peu plus nombreux que nous quand même, n'est-ce pas? Mais qui a aussi cette politique de prévention qui se développe au fur et à mesure. Mais j'y ai appris une chose assez exceptionnelle qui gouverne le système de santé publique, le système unique de santé au Brésil, c'est-à-dire on ne va pas attendre que le patient vienne à nous, on va aller vers le patient, vers la personne avant qu'elle puisse se joindre si nécessaire. Et sinon, pas nécessaire qu'elle vienne joindre, on ne traite pas la maladie, il faut qu'on aille vers l'individu, vers les groupes, vers les cadres de vie de ces personnes-là, là, pour en arriver à faire de la prévention sous des multiples facettes, de l'alimentation jusqu'à l'exercice, jusqu'à la prise en charge dans son environnement, dans son réseau social. Alors, donc, c'est ça le pas là, le pas qu'il faut maintenant envisager, franchir Ouais. et qui demande un changement de mentalité. C'est-à-dire moins essayer de colmater les brèches quant à la réception des personnes qui sont en besoin de traitement, mais plutôt s'orienter vers la prévention, la promotion, pour en arriver à ce que, oui, oui, disons-le, à ce qu'on réduise l'incidence de l'apparition de nécessité de traitement et puis qu'on puisse se retrouver dans des milieux où on est plus en mesure de contribuer davantage à sa santé individuelle, à son bien-être, à son mieux-être individuel et au mieux-être de sa société, de son groupe d'appartenance. Voilà. Merci Rémi. Marianne, est-ce qu'il y a d'autres outils justement en fait, en plus de cette loi sur la santé publique plus particulièrement en fait des années 2000? Ben oui, en fait, bon, moi, j'ai pas le même historique que Rémi là, sur la question, mais je vais penser à plus court terme. Donc récemment, là, on a eu le projet de loi 15 du ministre Dubé qui est venu un peu revoir cette gouvernance, cette administration de la loi sur, la santé et services sociaux. Et si on pense vraiment plus proche, bon, on pourrait assurer, là, on parlait de services de proximité, de services préventifs, mais comment on les fait?
en assurant et en valorisant cette indépendance de nos acteurs de santé publique, en valorisant l'indépendance scientifique et de mesures politiques qu'on a au sein notamment des directions régionales de santé publique, des fois auprès des acteurs communautaires du milieu et du terrain. Donc vraiment, là, c'était une belle opportunité de vraiment mettre la place et mettre l'accent sur cette prévention qui est nécessaire au sein de nos milieux, comme disait Rémi, pour aller vers le patient au lieu de l'attendre. Parce que finalement, ce que ça permet, c'est de désengorger à quelque part nos urgences. Donc, on cherche des solutions pour rendre ça efficace. Mais si on réduit le nombre de maladies, bon, on a moins de patients, on a moins d'argent à mettre dans nos services de soins. Donc, ça, c'est vraiment peut-être à court terme un des outils qu'on a à notre disposition, utiliser cette loi, utiliser les sièges qu'il y a disponibles sur les conseils d'administration pour donner la place à la santé publique sur ces comités. Dans un autre exemple, Rémi parlait des fameuses évaluations d'impact à la santé qui ont été mises en place dans la loi sur la santé publique. Donc, ce fameux article 54, je crois que il fait preuve, le Québec a fait preuve d'initiative. On est un des beaux modèles qui existent à travers le Canada avec cet article et cette manière de procéder. Et je pense que peut-être avec la pandémie, on a vu un peu ses limites ou les ajouts qui étaient potentiels d'y faire. Donc, on serait mûr là, vraiment pour le bonifier, puis assurer cette indépendance, peut-être la transparence qui est exigée par le public. Et ça paraît anodin, mais le directeur national de santé publique, dans cette loi, ne possède pas le rôle de conseiller politique, de conseiller de santé publique auprès du gouvernement. C'est peut-être un simple ajout qu'on pourrait faire et lui donner vraiment cette place qui lui revient. Alors, vas-y, Rémi. revenons quelques instants sur quelques mots très, très bien énoncés là, par Marianne sur, à l'égard de ce projet qui est maintenant une loi, la loi 15 sur la création de Santé Québec. Il faut noter là une chose très, très importante. Cet instrument-là, ça va être un instrument d'articulation des politiques. Ce ne sera pas un instrument, c'est pas prévu être un instrument de définition des politiques. La définition des politiques va toujours appartenir là, à la gouvernance politique, à la gouvernance d'État pour fixer les orientations. C'est-à-dire que lorsqu'on prend, par exemple, ce virage qui est en train non pas de s'amorcer, mais de prendre probablement un nouvel envol au niveau de la prévention et de la promotion de la santé, ça veut dire qu'il va devoir y avoir une affirmation très claire au niveau du cadre d'intervention, au niveau politique, au niveau de la gouvernance, pour indiquer à Santé Québec que là, il y a la nécessité donc de déployer un plan d'action pour atteindre ces orientations-là. Mais le premier pas, faut-il le noter, personne n'est disculpé, au contraire de la nécessité de définir des orientations politiques au sens, pas de la politique partisane, politique au sens de grandes orientations d'État, de l'État au service de tout le monde. Alors là, oui, on a certaines facilités ou certaines tendances à développer, de dire, ça va être un instrument qui va faire et qui va développer des politiques. Il va appliquer des politiques. Mais pour tout ça, quant à moi, on y reviendra dans quelques instants aussi. Donc, la nécessité d'orientation transmise à cet instrument-là, puis dire, maintenant, il faut que sur le terrain, les terrains, que ça se déploie avec les mécanismes qu'on est capable de mettre en place maintenant. Oui, faire de la santé la responsabilité de tous, finalement. C'est ce que je retiens là, de la phrase de Rémi. Et puis, ce qui est intéressant, en fait, c'est que on est un peu à la croisée des chemins, on le voit aujourd'hui. La création de Santé Québec, c'est un fait qui est remarquable. Alors, il y a des personnes qui questionnent en fait sa pertinence, il y a des personnes qui questionnent en fait l'organisation d'un projet comme celui-ci, mais de dire que c'est un grand projet, en fait, c'est pas mentir. Là, on est en train de créer un Hydro-Québec de la santé. C'est près de 350 000 employés qui vont être gérés par Santé Québec. C'est un projet extraordinaire en fait pour le Québec. Et puis c'est une opportunité pour la réduction de la maladie. Nous ce qu'on a vu, et puis Rémi, j'aime beaucoup ce que vous dites sur le fait en fait qu'on doit se doter d'une vision.
Puis on est mûr en fait pour cette nouvelle vision-là. On a parlé beaucoup nous, de notre côté en fait de prévention, de promotion de la santé, de santé publique, de réduction de la maladie. Puis là en fait, il y a même aussi en fait une vision de réduction de la souffrance ou d'éviter la souffrance de la population. Et puis ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très important, hein, et puis de laquelle on parle pas beaucoup. C'est qu'aujourd'hui en fait et puis ça fait plusieurs décennies, hein, que le gouvernement nous dit: Mmh. «Peu importe la maladie que vous allez avoir, on va être capable de vous traiter». Peu importe Ouais. la souffrance que vous allez avoir, on va être capable de l'accompagner. On se rend compte qu'il y a des limites, premièrement, en fait, à l'accompagnement de la souffrance aujourd'hui, mais on se rend compte qu'on est allé trop loin dans cet accompagnement-là, plutôt que de dire: «On ne veut pas que vous souffriez dans notre société». On veut une Mmh. vision où on arrête de faire souffrir les gens. On veut une vision où justement on valorise en fait la qualité de vie de la population et puis des gens qui souffrent pas. Il y a personne qui dans notre quotidien nous a dit: «Ben moi j'ai hâte d'être malade, comme ça je vais être bien traité dans le système de santé». Ça arrive pas. Ça arrive pas dans notre société. Donc comment on fait arriver cette vision-là? Ben ça arrive vraiment en fait avec la dernière question qui est vraiment en fait une question où, Rémi, vous avez dit: «On n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que justement il y avait des urgences». Marianne, tu as parlé toi de ton côté en fait de différents outils qui sont à la disposition actuellement en fait du gouvernement, mais si on voulait aller jusqu'au bout, si on voulait vraiment se doter d'un Québec où on prévient la souffrance, on prévient la maladie, où on réduit la maladie, qu'est-ce qu'on ferait ou qu'est-ce qu'on ferait de plus ou qu'est-ce qu'on ferait autrement? Donc, Rémi, je reviens vers vous directement et puis, Marianne, Ben ça sera vers toi. ben, à partir du moment où, nous allons nécessairement, quant à moi, nécessairement se donner des orientations pour passer du bien-être au mieux-être, hein, c'est ça le passage, quant à moi, du bien-être. Hein, on dit dans la loi canadienne sur la santé qu'on doit fournir tous les services. D'ailleurs, la loi est bien de son époque, mais dépassée par rapport à son époque. Et la loi canadienne de la santé dit qu'on va fournir tous les services médicaux. Hein, c'est ça, le mot médical est dans la loi canadienne sur la santé, les services médicaux nécessaires au bien-être. Ce dont il est question maintenant, c'est la question du mieux-être, c'est-à-dire en arriver à ce qu'on développe des comportements individuels, puis des comportements de groupe, des comportements de société qui vont en aller vers le mieux-être. Bon, alors l'orientation étant donnée, ça veut dire qu'il va y avoir, disons, en annexe, en quelque sorte, une série de politiques qui ne vont pas apparaître d'un seul coup, mais qui vont apparaître graduellement, nécessairement, compte tenu de ce qui se passe dans la société. Moi, j'ai toujours comme illustration, hein, l'illustration, ben, ce que je dirais, notre grand ministre de la Santé au Québec, Jean Rochon, a fait au niveau de cette passer au mieux-être, lorsqu'il passe du ministère de la Santé et des Services sociaux à celui de la science et de la technologie et autres titres, là, ben, il va faire voter la loi sur la réduction de la consommation du tabac. Bon, parce que dans le mieux-être, ben, on est maintenant, on était, puis on est toujours capable d'identifier les causes qui nous amènent les symptômes qui nous amènent à telle affliction. Alors ça veut dire qu'on ne peut pas, dans chacun des ministères de l'appareil d'État, prendre une ou des dispositions nécessaires lorsque l'orientation n'est pas bien affirmée au départ. Et puis, ça veut dire qu'on peut se donner après, subséquemment des interventions plus ciblées parce qu'on connaît la relation entre, bien sûr, les symptômes et le fait que la maladie apparaît. C'est ça qu'on doit appeler donc la réduction de la maladie. Et j'aime bien le mot Thomas, la réduction de la souffrance aussi au niveau individuel. Alors, des orientations, puis ça correspond aussi à un plan d'action. Ben, je suis l'un de ceux, oui, effectivement, qui dit, là, quant à moi, ben, l'apparition de l'instrument pour exécuter Santé Québec, ben, je pense que ça va être un acquis de société, ça. Mmh. Il va y avoir des problèmes, là. Il va y avoir des problèmes, mais ce n'est pas parce qu'il y a certaines barrières qu'il va falloir franchir qu'il faut s'arrêter là parce qu'il y aurait quelques dangers au niveau de l'exécution. Non, on aura un appareil d'État, hein, c'est pas privé, c'est d'État, pour articuler un plan, oui, qu'on évoque dans la publication, là, d'un plan d'action 2.0 pour dire, bon, maintenant, on s'en va aussi vers la réduction de la maladie et de la souffrance, hein, et puis des politiques, puis
des plans d'intervention bien ciblés parce qu'on a choisi d'aller dans cette direction-là. Et puis, si on a été capable, disons, par exemple, Marianne l'évoquait tantôt, si on a été capable d'aller jusqu'à l'article 54 de la loi sur la santé publique, hein, qui donne une autorité à la santé publique sur l'appareil d'État au grand complet, ben là, il faudra que cette orientation-là puisse se traduire au niveau législatif. Oui, dans une capacité d'intervention, des capacités d'intervention des intervenants. Puis il ne faut jamais oublier, hein, là, on parle de réduction de la maladie, puis on se trappe nous-mêmes, puis moi-même, lorsqu'on parle de réduction de la maladie, en pensant de la maladie physique, mais la santé et les services sociaux, et la santé mentale, et la santé mentale. Alors ça, là, Complètement. c'est un nouvel élément qui nous est apparu davantage dans le décor. Elle a toujours existé, mais elle est plus grave que jamais. Pourquoi? Parce que les circonstances ont amené à développer ces afflictions-là au niveau de l'individu. Bon, alors, des orientations, des instruments pour l'articuler, mais un plan, un plan pour en arriver à faire appel à tous les secteurs d'activité vers cet objectif de prévention, promotion, donc réduction de la maladie. Marianne? Bien, j'aime beaucoup l'idée qui est avancée là, par Rémi en parlant de mieux-être. On a parlé aussi de plusieurs aspects. Donc, qu'est-ce que ça prendrait? Je pense qu'avant toute chose, avant de commencer à rêver de plan d'action, c'est de mettre au centre cette notion de mieux-être et pourquoi pas parler de santé durable qui vient chercher et englober finalement tous ces aspects sociaux, psychologiques. Et donc, par exemple, dans une révision de loi de santé publique, au lieu de parler de santé ou de traitement de la maladie ou d'une menace imminente, pourquoi pas parler de manière plus générale de santé durable? Donc, de faciliter, favoriser cette santé durable au sein même de notre société. Je pense déjà que ça tablerait cette vision dont parle Rémi, qui est essentielle. Et ensuite, on parle de plan d'action. Donc, quand vient une vision, vient un plan d'action sur comment concrétiser cette vision. Bien, là, je rêve avec vous ce matin, là. Pourquoi pas parler d'une structure? Donc, qui pourrait prendre en charge ça? Donc, est-ce qu'on pourrait penser à une structure indépendante dont la mission est de faire de la santé durable un peu cette priorité ou cette vision intergouvernementale ou transfrontalière entre les acteurs? Donc, est-ce que c'est un secrétariat de santé durable, un bureau de santé durable? Là, on peut rêver là, tous ensemble, mais je pense qu'on est peut-être rendu là au Québec. Comment amener plus loin cette évaluation d'impact, cet article 54, cette vision de santé durable? Bien, c'est peut-être en se dotant d'une structure indépendante pour superviser ces plans d'action et les élaborer. Puis c'est intéressant dans les 2 messages, on est à un tournant, en fait, du Québec. Marianne, ce que tu proposes plus particulièrement, en fait, c'est de dire: «Bon, ben, le ministère de la santé reste le ministère de la maladie et on se dote, en fait, d'une nouvelle structure qui est là vraiment, en fait, pour l'amélioration de la vie de la population, le mieux-être plus particulièrement plutôt que le bien-être». C'est vraiment, en fait, cette Un acteur transition-là collaborant. vers la santé durable. On est un peu, en fait, on balance, hein, vraiment, en fait, dans cette Ouais. conversation-là. Est-ce qu'on y va, en fait, avec un ministère de la santé qui devient un véritable ministère de la santé, c'est-à-dire une vraie transition d'un ministère de la maladie vers un ministère de la santé? Ou est-ce qu'on crée vraiment, en fait, une entité complètement autonome? Ça, c'est vraiment, en fait, des conversations qui sont actuellement sur la place. Il y a également, en fait, la révision de la politique nationale de santé publique qui va s'en venir très prochainement. On parle dans les prochains mois. La politique gouvernementale de prévention pour la santé, plus particulièrement la PGPS, en fait, en tant que telle, qui elle aussi, en fait, va être révisée, en fait, au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, de manière générale, pour la réduction de la maladie, la prévention et la promotion de la santé. Donc, c'est peut-être aujourd'hui, en fait, le début d'une grosse conversation qu'on va avoir quasiment, en fait, toutes les semaines ou tous les mois, parce qu'on va avoir des nouveautés qui vont apparaître très rapidement, si je ne me trompe pas, hein. C'est ça? Tout à fait. Et là, quant à moi, il faut retenir le mot de Marianne sur transversal. Sur transversal, quelque instrument que l'on développerait, que l'on développera, il faut que l'instrument serve la transversalité, là, hein? C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter ça dans une expression que j'aime pas beaucoup, mais qui est très illustrative. J'aime pas qu'on traite ça en silo.
Il ne faut pas que la santé publique soit une espèce d'alcôve là, dans laquelle des passionnés de la prévention, se projettent dans le futur. Mais il faut que ça devienne donc un levier transversal d'action. Par exemple, très immédiatement, là, on a cet exemple dans l'actualité très récente là, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'utilisation de certain nombre de matériels, des pesticides, par exemple. Bon, ben là, la santé publique doit s'en préoccuper, pas qu'elle ne veuille pas s'en préoccuper, mais est-ce qu'elle a les pouvoirs transversaux, on va mettre ça au pluriel, pour en arriver à intervenir sur ces éléments-là. On peut, parce que c'est dans l'actualité très récente, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres projets qui sont à s'installer. Alors, la notion clé là, pour ce plan d'action 2.0 en santé publique, c'est transversal. Il faut que chacun soit interpellé et dans l'appareil d'État, mais aussi dans ce qu'on pourrait appeler les réseaux d'institutions au niveau de la société, les interpeller, parce qu'il y a aussi un certain nombre d'instruments qui ont leur indépendance et qui le gardent jalousement parce qu'elles traitent le plus immédiat, c'est-à-dire la maladie, mais ils sont moins portés, sinon pas du tout portés à parler de prévention. C'est pour ça qu'il faut parler de transversal. Ça doit être, quant à moi, dans les orientations, dans les instruments à mettre en place et les politiques, les plans d'action à développer, le mot-clé transversal, pour que ça devienne une préoccupation de société et de capacité d'intervention vers le mieux-être. Fantastique. Marianne? Bien, rapidement, ben, oui, avec cette transversalité vient aussi, donc on disait la plus-value de certains acteurs de certains milieux, vient aussi la nécessité de leur donner les moyens de ces actions, de valoriser aussi leur action dans cette transversalité. Donc, de rediriger, de ne pas uniquement financer ce fameux traitement de la maladie, mais vraiment en finançant des traitements préventifs ou des actions préventives, tout ordre confondu. Je pense que si on investit là, on investit dans notre futur, assurément. Peut-être pour conclure un peu sur cet échange-là, et puis j'aime beaucoup, Marianne, que tu termines sur ce volet-là, parce qu'il y a d'autres capsules vidéo qui vont porter justement sur le financement de la réduction de la maladie, le financement de la santé publique, que justement, en fait, les personnes qui visionnent cette capsule-là vont pouvoir retrouver, en fait, sur nos différents réseaux sociaux. Il y a également, en fait, plusieurs explications qui vont être faites par des représentants de maladies tout au long, en fait, de cette semaine. Il y a également, en fait, des personnes qui vont nous parler davantage, en fait, d'innovation, de comment on transforme, en fait, le système. J'ai comme l'impression, en fait, que cette conversation-là, c'est un peu, en fait, la clôture de notre semaine de la santé durable, avec justement une vision qui est beaucoup plus globale sur ce volet, en fait, de gouvernance. Comme je vous le disais, moi, de mon côté, le vent tourne, hein, et puis on le sent, hein, Rémi, Marianne, on le sent, en fait, qu'il y a vraiment, en fait, un mouvement qui est en train de se créer actuellement. Moi, je vous donnerai rendez-vous, en fait, au cours des prochaines semaines pour que potentiellement on reparle, en fait, de cette thématique-là à la lumière de ce qui va se retrouver dans l'actualité, parce que ça va bouger. On est à 2 ans du plan santé de Monsieur Dubé, avec un tableau de bord qui a déjà été créé, mais qui a 2 ans, et puis il y a une transition qui va se faire certainement vers Santé Québec. Qu'est-ce qui va arriver du ministère de la Santé? Est-ce qu'on va avoir un véritable ministère de la Santé? On va pousser très très fort là-dessus, mais merci en tout cas pour vos explications, et puis on continue de pousser très fort en ce sens. Il faut noter, en terminant justement sur la transformation qui est en train et va nécessairement, quant à moi, s'opérer au niveau du ministère responsable de santé et services sociaux. Là, il y a parmi les grands défis, le grand défi au niveau politique, ça va être comment va s'exercer le rôle de l'imputabilité, de la reddition de comptes au niveau de ce système très clairement, qui a ses réussites, il faut le dire, là, quand même, c'est pas une défaite collective, ça. Il y a des réussites. Mais par ailleurs, la responsabilité de l'articulation des politiques va exiger aussi une reddition de comptes si on veut en arriver à atteindre les objectifs des orientations qui ont été mises sur la table par le ministre. Alors là, l'espèce de zone tampon là, entre le politique, la reddition de comptes et le déploiement sur le terrain, ça, c'est un élément de conjonction, hein, de conjonction à développer. Puis c'est un défi, ça, c'est le défi au niveau de la structure, au niveau de l'organisation. Mais
faut jamais oublier que ça, c'est au service d'orientation et que si ces orientations sont bien définies, on le dit encore une fois, transversales au niveau de l'ensemble de l'appareil d'État et des organismes, eh ben, c'est ça qui est le grand défi. La bonne foi se présume. Bon, alors, on s'est doté d'un instrument législatif, Maintenant, il faut le faire vivre avec toutes les capacités et les possibilités qu'il recèle, quant à moi. Complètement. Et c'est pour ça, Rémi, que vous avez postulé pour être le prochain Top Gun du ministère de la Santé, c'est pas ça? De Non, c'est votre pas ça, opinion? parce que Ah! malheureusement, je suis dans une situation de mieux-être à l'École nationale de santé publique. L'École Merci nationale beaucoup, hein, d'administration publique. pour votre temps. C'est vraiment apprécié. J'aime beaucoup ce mot de la fin, Rémi. On va se laisser là-dessus. Puis comme on se dit, en fait, on va avoir d'autres conversations parce que c'est le début d'un nouveau chapitre qui est en train d'arriver. J'aimerais vous remercier à nouveau, au nom de l'Association pour la santé publique, pour votre temps. Vous faites un travail exceptionnel. Donc, on se reparle. Merci, pour votre temps aujourd'hui. Bonne Merci. semaine!